Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. D'abord les titres. Le calme est revenu sur la ligne de front après les combats entre FARDC et M23. Les belligérants ont observé un cessez-le-feu ce vendredi selon plusieurs sources concordantes. Mais en dépit du calme observé ce vendredi, des déplacés affluent encore ce matin à une dizaine de kilomètres de Goma pour trouver refuge dans un camp. Examen du contentieux électoral dans le Massissi. La Cour suprême de justice a reçu cette requête en annulation des résultats des législatives 2011 dans ce territoire du Nord Kivu. Dans son avis, le ministère public a demandé le rejet pur et simple de ces requêtes. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. Situation sécuritaire dans le Nord Kivu, c'est le retour au calme sur la ligne de front après les combats qui ont eu lieu jeudi. Les FARDC comme les rebelles sont restés sur leur position. Selon des sources militaires, un ordre de cessez-le-feu aurait été donné en attendant de nouvelles dispositions. Selon le gouverneur de la province du Nord Kivu, une centaine de rebelles du M23 auraient péri au cours de ces affrontements. Mais en dépit du calme observé ce vendredi, des déplacés affluent encore ce matin au camp de Kanyaru-Kinya, à une dizaine de kilomètres de Goma. Et c'est dans ce contexte que s'ouvre le contentieux électoral autour des législatives 2011 à Massissi. L'audience de ce vendredi à la Cour suprême de justice portait sur cette requête en annulation des résultats proclamés jusque-là. Dans son avis, le ministère public a demandé à la Haute Cour de rejeter simplement toutes ces requêtes. Et en attendant le verdict de la Cour, je propose les réactions des différentes parties à ce procès. Et ce sont des propos recueillis par Serge Côté et Dieu merci Suika. C'est un avis du ministère public, la Cour reste à faire son travail. C'est une audience très sensible. Ce qui est important, c'est qu'au moins la circonscription de Massissi vient de connaître son contentieux. Ce qui est un processus légal. Et à ce titre-là, la Cour départagera les parties. Alors on connaît fort bien, il y a eu des bourrages des urnes et consorts. La CENI, à son niveau, avait même déjà pris une décision ordonnant l'annulation de ces élections-là. Et la Cour suprême, par un arrêt de principe, a eu à confirmer cette annulation-là et a enjoint même la CENI de réorganiser les élections dans ce territoire. Le ministère public a donné son avis. C'est que vous devez d'abord noter que l'avis du ministère public ne lit pas la Cour et que donc la Cour a pris l'affaire en délibéré pour une décision à intervenir dans le délai de la loi. On vient ici distraire, la Cour pour soi-disant des erreurs matérielles qui n'en ont pas une. Ce que nous avons assisté pendant les élections de 28 novembre à Massissi, je dirais que ce n'est pas un kalaïnga ou un kalaï technique électoral. Ce n'est pas un banditisme électoral. Moins encore un gangstérisme électoral. Mais c'est pur et simple d'un Al-Qaïda électoral. Vous arrivez sur le terrain, les gens se sont préparés. En fait, Massissi est tombé victime de quoi? Si vous avez bonne mémoire, vous les amis de la presse, le député national 2006-2011 avait exigé du gouvernement que tous les militaires issus des groupes armés qui venaient de rejoindre les FARDC quittent l'Est et aillent à l'Ouest. Pendant 5 ans, nous n'avons pas obtenu que des causes. La conséquence, c'est quoi? Comme les anciens groupes armés se sont dilués en partis politiques, les militaires, les policiers issus de ces groupes armés, ils se sont arrangés pour ravir la CENI, appuyer même la MONUSCO, les bulletins de vote et remplir pour leurs candidats. L'Assemblée nationale a entamé ce vendredi l'examen de la proposition de loi portant organisation et fonctionnement du Conseil économique social, un organe consultatif reconnu par la Constitution. Le texte proposé à la Chambre basse du Parlement à l'initiative du député Henri Thomas Lokondo devrait, après vote du Parlement, donner naissance à l'une des structures importantes prévues par la Constitution. Et au Sénat, la plénière n'a pas pu adopter le rapport de la commission spéciale sur le projet de loi fixant les limites des provinces du pays, ainsi que la ville de Kinshasa. La faute à certaines insuffisances relevées dans le texte. À la place, la plénière a voté la loi sur la gestion de l'eau. Le document sera envoyé à l'Assemblée nationale pour une autre lecture. Je propose de suivre quelques réactions des sénateurs à l'issue de cette plénière. C'est tout à fait normal que le secteur de l'eau potable puisse être ouvert au privé. Et cette ouverture au privé permettra à ce que le service soit garanti en continuité, c'est-à-dire en quantité d'abord, et puis en qualité. Et la régie des eaux, qui a été la première sur le terrain et qui jouit d'une infrastructure assez importante qu'elle a héritée de la République, devrait s'estimer heureuse d'être en avance par rapport aux autres qui viendraient après. Mais nous le savons tous,
elle est suffisamment limitée par rapport à sa capacité d'expansion, sa capacité de pouvoir desservir de nouvelles agglomérations, parce que les anciennes agglomérations ont été truquées. Donc il y aura un recentrage. La régie des eaux va regarder dans le sens d'un recentrage, de sorte à ce qu'elle garde certains centres urbains ou périurbains qu'elle est capable d'approvisionner de manière correcte. Et je serai à la place de la régie des eaux que j'envisagerai déjà un partenariat public-privé, donc un démantèlement total de la régie des eaux, parce que la compétence de l'eau potable n'est plus de l'État central. Matata Ponyo est en France après avoir rencontré les investisseurs français au siège du MEDEF. Le Premier ministre devait s'entretenir ce vendredi avec son homologue français Jean-Marc Ayrault. Pendant ce temps, au pays, on parle de plus en plus du réaménagement de son équipe gouvernementale. Dans les milieux bien informés, fait remarquer le journal Le Potentiel, on pense que les lignes devraient bouger. Doit-on s'attendre à un gouvernement Matata 2 et avec qui? Commentaire de la rédaction avec Jemima Mogo. Après la déroute qui a suivi les dernières élections des gouverneurs du Bas-Congo et de la province orientale, la majorité a pu, malgré tout, tourner la page. L'heure est désormais au recadrage, pensent les observateurs. Et le gouvernement ne devrait pas être épargné dans ce cas. Au plus haut niveau de la majorité présidentielle, c'est le silence radio. Rien n'a encore filtré, mais la question est déjà sur toutes les lèvres dans le camp au pouvoir. Et ils sont nombreux à penser que le silence de l'autorité morale est le signe annonciateur d'un bouleversement dont l'onde de choc pourrait s'étendre jusqu'au gouvernement. C'est dire qu'un réaménagement de l'équipe Matata Ponyo serait en vue, ce qui laisse libre cours à toute forme de conjecture. Mais avec qui alors devrait-on composer la nouvelle équipe? Va-t-on prendre les mêmes et recommencer? Des questions qui alimentent la chronique dans divers milieux politiques. L'énigme reste entière. Pour le journal Le Potentiel, l'expérience Matata 1 a présenté des limites d'un gouvernement bâti sur aucun principe. Ainsi, là où le chef du gouvernement a annoncé exclure les chefs des partis de la majorité, certains se sont retrouvés miraculeusement dans le gouvernement. En plus de ce critère d'exclusion des chefs de parti sur lequel le Premier ministre s'est par ailleurs dédié, Matata 1 n'a pris en compte le poids politique des partis au sein de la majorité présidentielle suivant les résultats issus des législatives de 2011. Autant rappeler qu'au regard des sièges obtenus aux dernières législatives, la majorité et ses alliés avaient aligné par ordre décroissant le PPRD, le MSR, le PALU, l'ARC, etc. Par principe, la composition du gouvernement devait se faire sur cette base-là. Cette fois, avec Matata 2, des lignes devraient bouger pour arrondir les angles en vue d'éviter que la majorité ne sombre. Matata 2 sera fait sur de nouvelles bases, sans doute plus conciliantes. Ceux qui maîtrisent la philosophie de base de la plateforme pour avoir été au front depuis la nuit des temps ont le droit de se retrouver autour du Premier ministre pour accompagner le chef de l'État dans son grand projet de la révolution de la modernité. La Société nationale d'électricité et l'Office congolais de contrôle viennent de mettre sur pied le comité électrotechnique national. Cette structure a pour mission de promouvoir l'électrotechnologie en RDC, produire des équipements électriques et industriels. La première réunion de ce comité a eu lieu ce vendredi au salon Kassai du Grand Hôtel Kinshasa. Anita Lombois, Mariam Boya et Chakonyembo. Il n'existe pas de développement sans électricité fiable. Pendant 2 jours, le bureau du comité électrotechnique national de la RDC, CEN-RDC, va procéder à l'adoption du compte-rendu de la réunion du 21 septembre dernier qui a eu lieu à Norvège. Ce bureau, créé le 25 mai de l'année en cours, a pour objectif le développement et consiste à produire les équipements dans le domaine électrique. Eric Mbala-Moussanda, président du CEN-RDC, explique. Vous le savez, le président de la République a pour vision de faire de ce pays un pays émergent et également une puissance énergétique au cœur de l'Afrique. Et donc, c'est le sujet vraiment du jour. C'est très important et nous croyons que sans la normalisation, sans la standardisation, sans la certification, eh bien, on ne peut pas avoir un développement sécurisé, durable. Et voilà pourquoi nous pensons que le sujet est vraiment au centre maintenant de nos préoccupations si nous voulons vraiment voir un développement intégré et durable dans le pays. Les participants se disent satisfaits du partenariat entre la SNEL et l'OCC.
Il a aussi été question de la restitution de la 78e Assemblée générale du Comité électrotechnique international. Si nous, pays affiliés, essentiellement pays en développement, ne nous manifestons pas dans les travaux en comité technique, eh bien, l'ONU ne se sentira pas obligée de coopérer avec la CEI pour la prise en compte des financements à l'électrification de l'Afrique. Le Comité électrotechnique national de la République démocratique du Congo fera le choix des normes du Comité électrotechnique international à soumettre à l'approbation du CNRDC et enfin le projet des statuts du CNRDC. La mission de supervision du projet de réouverture des routes prioritaires de la Banque mondiale est arrivée fin projet. Elle est allée présenter ses conclusions au ministre des Infrastructures. L'objectif de cette réunion est d'évaluer ce qui a été fait en vue d'améliorer le travail dans l'avenir. Les conclusions sont plutôt satisfaisantes, nous disaient Lise Bilonda et Blanchard Candelo. Après la tournée d'inspection, l'heure est à l'évaluation. La mission de supervision du projet ProRoute, financée par la Banque mondiale et d'IFAIDI, revient de l'intérieur du pays. La délégation s'est rendue de Kalemi à Ouvira en passant par Kisangani et Bouta. Partout, les avancées sont significatives, rassure Alexandre Dossou. En ce qui concerne les travaux, une amélioration est enregistrée. La moyenne est passée de 9 à 10 km. De quoi faire la joie du ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Fridolin Kassuechi-Moussoka. Ce que nous avons vu, il y a eu beaucoup d'améliorations dans la façon dont les travaux étaient exécutés. Nous en avons discuté en technicien, nous sommes entendus dessus et nous pensons qu'il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Toute œuvre humaine étant perfectible, certaines choses restent à améliorer. Fridolin Kassuechi-Moussoka a rassuré ses hôtes de l'implication personnelle du gouvernement. Alexandre Dossou et Philippe Mayele en repartent avec une idée claire de l'évolution positive du secteur des infrastructures en République démocratique du Congo. Un plan national de réduction des risques des catastrophes est en cours d'élaboration. Des experts nationaux sud-africains s'y attellent et cela a été l'objet d'un mini-atelier à l'initiative du PNUD et du ministère des Affaires sociales. C'était dans la salle des réunions du PNUD. Une structure de coordination devait être mise sur pied pour le suivi des résultats de ces travaux. Jemima Mogo et Evelyne Chibola. En présence des représentants du ministère du Plan, de la Santé, de l'Intérieur, la Croix-Rouge et quelques agences telles que la FAO et les OCHA, les experts locaux et étrangers cherchent à mettre sur pied un plan national de la réduction des risques et des catastrophes. Le secrétaire général aux actions humanitaires explique l'objectif de cet atelier. L'objectif de la présente mission, c'est d'accompagner la République démocratique du Congo à pouvoir mettre en place les mécanismes devant aider le pays pour tout ce qui est de la prévention et de la réduction des risques de catastrophes. À ce niveau-ci, la consultation est venue évaluer les capacités nationales pour ce qui est de la prévention et de la réduction des risques de catastrophes. Au sortir des travaux, Laurent Tchelou Mwenimali propose quelques pistes de solutions. Le pays venait de faire une demande d'accompagnement au PNUD et le PNUD a répondu présent à cette demande. Il y a aussi l'organisation sous-régionale, la communauté des États et la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui a répondu aussi présent. Il a répondu aussi favorablement à cette demande et la mission de la CAC arrive déjà à Kinshasa le 23 pour le même exercice. C'est juste pour accompagner le pays à mettre en place les mécanismes pouvant aider à la prévention et à la réduction des risques de catastrophes. Organisé par le PNUD à la demande du gouvernement, particulièrement le ministère des Affaires sociales, cet atelier est la preuve que réduire les risques des catastrophes est un défi que la RDC veut relever absolument en vue de mettre sa population à l'abri de ces sinistres qui freinent son développement. Fièvre hémorragique d'Ebola, on tend vers la fin de la maladie au nord-est du pays. Aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis 5 semaines selon un nouveau bilan de l'OMS. Voilà qui laisse bon espoir que la fin de l'épidémie est proche. Mais par prudence, les autorités préfèrent attendre avant de déclarer la fin de l'épidémie. Au 14 novembre dernier, un total de 77 cas ont été enregistrés, dont 36 décès. L'épidémie d'Ebola avait été déclarée
mi-août, mais des recherches rétrospectives ont permis de découvrir des cas remontant au mois de mai. Et en page internationale, la violence ne faiblit pas à Gaza, au Proche-Orient. Malgré la visite du Premier ministre égyptien pour appuyer le cessez-le-feu, les armes ne se sont pas tues. Les détails dans ce reportage de Euronews. La visite du Premier ministre égyptien n'aura pas fait taire les armes. 2 Palestiniens ont été tués pendant la trêve promise. Hicham Kandil a fait une visite éclair ce matin à Gaza, promettant que le Caire allait intensifier ses efforts pour parvenir à un cessez-le-feu et qualifiant l'opération israélienne d'agression. Cette visite marque un virage à 180 degrés avec la politique du pouvoir précédent, celui de Moubarak. Désormais, le président égyptien, considéré par le Hamas comme un protecteur, doit montrer qu'il est prêt à agir pour les Palestiniens. Mais sa marge de manœuvre est limitée. Le Caire dépend financièrement largement des États-Unis. Les frères musulmans, mentors spirituels du Hamas, ont appelé à un vendredi de colère dans le monde arabe. Et pour clore cette page internationale, le Premier ministre japonais dissout le Parlement. Les Japonais seront du coup convoqués à élire leurs représentants avec 10 mois d'avance, soit en décembre prochain, des élections anticipées qui semblent faire l'affaire de l'opposition. Encore une fois, Euronews. Les Japonais retournent à l'isoloir avec 10 mois d'avance. Sur proposition de Yoshihiko Noda, Premier ministre de centre-gauche, malmené dans les sondages, la Chambre des députés a été dissoute aujourd'hui, ouvrant la voie à des élections anticipées qui auront lieu le 16 décembre. En cause, le projet de loi autorisant l'émission d'obligations d'État et qui vient d'être entériné par les 2 chambres du Parlement. Un texte d'importance bloqué depuis plusieurs semaines et qui a fini par recevoir le soutien des députés de l'opposition qui conditionnaient leur vote à une dissolution de l'Assemblée. Début de victoire donc pour cet homme, Shinzo Abe, ancien Premier ministre, qui entend profiter de ce scrutin pour faire son grand retour aux affaires après plus de 3 ans passés dans l'opposition. Et à présent, la revue de presse, et elle est signée Dodo Ndombe. Au regard de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, plusieurs ONG des droits de l'homme, les partis politiques et des personnalités politiques pressent le gouvernement à rompre les relations diplomatiques avec Kigali. Apparemment, Kinshasa est loin de s'inscrire sur cette voie, à en croire Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. L'option diplomatique devrait être privilégiée par rapport à toutes les autres. Le phare estime pour sa part que se demander une chose et son contraire, à savoir d'une part des sanctions sévères des Nations Unies contre le Rwanda et l'Ouganda et d'autre part préconiser une cohabitation non conflictuelle avec le régime de Paul Kagame. Le journal propose tout simplement le rappel des ambassadeurs congolais en poste à Kampala et Kigali. Selon la référence plus, la RDC n'est pas encore convaincue de la nécessité de rompre les relations diplomatiques avec ses 2 voisins. Elle hésite. Le mieux à faire, c'est de maintenir un contact minimal avec le Rwanda pour empêcher les agresseurs de commettre certains actes. Ce n'est pas le cas pour l'avenir qui révèle que le Rwanda compte conquérir la ville de Goma. Il se donne 3 jours pour le faire. Le but est de continuer à faciliter l'exploitation illégale des ressources naturelles du pays. Le potentiel s'épanche sur un éventuel remaniement du gouvernement Matata. C'est ce qui se raconte dans les grandes messes. Le graphique s'interroge cependant avec qui faire Matata 2. L'énigme est entière et la question mérite son pesant d'or. L'on craint de retrouver les chefs des partis politiques réintégrer l'équipe Matata 2 pour colmater les brèches causées par l'élection des gouverneurs au Bas-Congo et en province orientale. Deon Koussou, débouté à Matadi, annonce Africa News. C'en est donc fini pour le vice-gouverneur. La cour d'appel de Matadi s'est prononcée. Sa requête a été rejetée pour 3 raisons, à savoir son mandataire, Maître Kalouba, n'avait pas qualité, le fond ne tenait pas la route. La cour d'appel s'est donc déclarée incompétente pour examiner les griefs du requérant. C'est la fin de cette revue de presse. Voilà, merci Doudou pour cette revue de presse qui met un terme à cette édition du journal télévisé. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.